Je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans et je suis une femme. Il y a 60 ans, Rachel Carson, biologiste et environnementaliste américaine, écrit Printemps silencieux. Elle déplore les blessures commises à la terre par l'épandage des pesticides. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'une femme en sciences engagée qui œuvre à la protection des territoires naturels. Parce qu'il y en a plein, encore aujourd'hui, des Rachel qui changent le monde. On parle de milliers et de milliers de types de pesticides différents. À chaque repas, on absorbe une petite dose de pesticides. Mais c'est comme si on tuait une mouche avec un canon. La science, elle fait pas toujours consensus. On n'a pas une législation et une réglementation qui est suffisamment fondée sur le principe de précaution. Il faudrait un virage plus drastique. C'est un peu comme les changements climatiques ou la crise de la biodiversité. On doit être optimiste. I truly believe that we in this generation must come to terms with nature. Après avoir rencontré des biologistes, des agronomes, des sociologues, juristes, politiciennes, j'ai décidé de prendre un peu de repos en Gaspésie. Entre deux randos, des baignades, quelques moments entre amis, je laisse tout ce que j'ai appris depuis les dernières semaines se déposer en moi. Parce que parfois, ça me paraît gros et complexe cette quête. Et parfois, j'ai besoin de prendre une pause. Alors ce qui m'aide, c'est prendre une bouffée d'air et reconnecter avec ce que j'aime profondément, la nature. Comme je suis en Gaspésie, j'ai décidé de rendre visite à Catherine Kwazumi-Lambert, une biologiste qui travaille depuis plus d'une vingtaine d'années avec 3 communautés autochtones locales. Ensemble, ils protègent les ressources aquatiques et océaniques. Peut-être qu'au fond, j'ai espoir que sa vision m'aide à prendre du recul sur toutes ces questions. Je la rejoins à Gaskapédiac, un village tout proche de Carleton-sur-Mer. Bonjour Émilie! Allô, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ça va super bien. Oui, faites un beau voyage! Oui, vraiment. Bien, tu peux rentrer, voici les bureaux de la gamme, donc bienvenue dans nos bureaux. Je vais te montrer la salle de conférence. Merci. Ben moi, dans le fond, j'ai grandi dans les Laurentides. Mes 2 parents viennent d'Abitibi. Puis, j'ai grandi à Bellefeuille, une petite ville dans les Laurentides. J'ai grandi dans c'était un milieu plus campagne, forêt, là. Donc, j'ai eu la chance d'être en contact avec la nature dès mon plus jeune âge. Puis, j'ai toujours eu un intérêt marqué, pour la nature. Et je rêvais des loups quand j'étais petite. Donc, j'avais lu les romans de Jack London, etc. Et je me disais, et d'autres romans sur des biologistes qui étudiaient les piments en forêt et j'avais comme rêve un jour d'aller étudier les grands mammifères dans la forêt. Et quand c'était le temps d'aller à l'université, je suis allée à l'UQAM à Montréal en sciences biologiques et là j'ai eu la chance de faire un stage d'un été sur des loups en travaillant sur un projet sur les loups dans la forêt. Puis c'est là que j'ai mon cœur dit je vais être biologiste dans la vie parce que c'était absolument fantastique. Puis on étudiait les loups, c'était un poste bénévole avec le ministère, mais on suivait les loups, on leur mettait des colliers émetteurs, on allait voir où ils étaient et on étudiait leur biologie. Donc, après ça, je m'ai cherché une maîtrise quand j'ai complété mon bac et je suis allée dans l'État du Washington aux États-Unis, à Washington State University. J'ai trouvé une maîtrise sur étudier les dynamiques de population des cougars. Puis ça, c'était aussi un autre grand rêve. Là. Donc, pendant 2 ans, j'ai étudié les piments, on les suivait en forêt, dans les montagnes, on mettait les colliers émetteurs. C'était pour apprendre un peu c'est quoi l'effet de la chasse aussi sur les piments. Après ça, donc après ma maîtrise, j'ai voyagé un petit peu. Ensuite, je suis revenue au Québec et j'ai travaillé un petit peu sur les caribous et les loups dans les grands jardins et les ours noirs également. Mais après ça, j'ai vu un poste biologiste de la faune pour les Gwich'in au territoire du Nord-Ouest. C'était pour le Gwich'in Renewable Resources Board et j'ai déménagé. J'ai eu le poste et j'ai déménagé au territoire du Nord-Ouest pour être leur biologiste principal. Et là, j'ai été amenée à travailler sur des incroyables problématiques sur les caribous, les loups, les grizzlies, les mouflons de dalle. Et j'ai commencé un doctorat, dans le fond, au territoire du Nord-Ouest
mais en collaboration avec l'Université d'Alberta. Et donc, mon doctorat, ça portait sur les dynamiques entre les mouflons de dalle, les grizzlies et les loups, et aussi les savoirs traditionnels Gwich'in et Inuvialuit. On étudiait autant le côté des mouvements, dynamique de mouvement, prédation que savoir traditionnel. Alors ça, c'était au territoire du Nord-Ouest et j'ai complété mon doctorat là-bas. Mais c'est en 2011 que j'avais déjà eu un enfant, ma première fille, durant le doctorat. Et j'étais enceinte d'une deuxième. Alors avec mon mari, qui est japonais, que j'ai rencontré au territoire du Nord-Ouest, on est revenu. En fait, on cherchait à s'établir plus au sud parce que dans l'Arctique, c'est un milieu de vie qui est plus difficile. Un petit peu, il fait très froid. Il n'y a pas beaucoup de ressources non plus. Donc, on est allé s'établir en Gaspésie. On est en amour avec les cours d'eau, les montagnes ici. Quelques mois après notre arrivée, on s'est trouvé en fait une ferme parce que moi, un de mes rêves, c'est d'avoir des chevaux. Donc, on s'est trouvé une ferme avec un endroit pour s'établir avec des chevaux éventuellement. Et il y avait un poste de directrice générale qui était offert pour la GAM, qui est l'association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Malécite, basée à Gaskapéguag, qui était à 8 km de chez moi. Et donc, j'ai postulé et j'ai eu le poste. Donc, c'est depuis 2012 que je travaille à la GAM et que je suis basée en Gaspésie maintenant, avec 2 filles et une petite ferme équestre à proximité également. Donc, ça ressemble à mon parcours. C'est ça. Donc là, tu es directrice à la GAM. C'est quoi, la GAM? Exact. Donc, la GAM, en fait, j'ai été embauchée en 2012. J'étais la première employée à l'époque. C'était un nouvel OSBL qui avait été créé dans le cadre d'un programme, c'est le programme autochtone de ressources aquatiques et océaniques du ministère de Pêche et Océans. Puis, c'était pour la volonté de 3 communautés qui se sont unies pour fonder, dans le fond, la GAM. Ce sont les Mi'kmaq de Gaskapéguag, basés ici à Gaskapéguag, la nation Mi'kmaq de Gaspég, qui est à Gaspé, et la Première Nation Wolastoqiyik-Wassibégouk, qui s'appelait autrefois les Malécites de Vigier. Donc, c'est pour ça qu'on a le nom Malécite dans la GAM, mais maintenant, on les appelle Wolastoqiyik-Wassibégouk. Et donc, la mission de la GAM, c'est la gestion durable et la conservation des espaces aquatiques et océaniques sur les territoires et les zones d'activité de nos 3 communautés membres, tout en veillant à la diversification et l'innovation dans leur pêche commerciale et leurs activités d'aquaculture. Donc, on couvre assez large, je vous dirais. On a plein de beaux projets sur le territoire. C'est un territoire qui est très large parce qu'on englobe la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent et tous les eaux autour dans lesquelles nos communautés pêchent. Parce qu'il faut savoir que les pêches, c'est vraiment au cœur de la culture des Mi'kmaq et des Wolastoqiyik. C'est comme c'est des peuples de la mer qui habitent sur le bord des côtes. Donc, ils dépendent vraiment de ces eaux-là pour leurs activités de subsistance, mais aussi commerciales et économiques et sociales et culturelles. Donc, ça englobe l'estuaire du Saint-Laurent et aussi une grosse partie du golfe du Saint-Laurent. La plupart des espèces pêchées commercialement au Québec le sont par nos Premières Nations également. Oui. Wow. Et tu parlais beaucoup des loups, des cougars tantôt. Oui. Là, tu es tombée plus dans le monde halieutique, le monde de l'eau. C'est quoi qui te passionne finalement dans la vie? Donc là, j'ai passé des écosystèmes terrestres aux écosystèmes aquatiques dans le cadre du travail. Puis j'ai vécu quelque chose d'absolument merveilleux. C'était un rêve d'enfance de travailler sur les gros mammifères et je l'ai fait et je suis vraiment contente de cette période-là de ma vie. Quand j'ai déménagé en Gaspésie, c'était un autre écosystème. On est proche de la mer. Par contre, je vous dirais que j'ai quand même à cœur les 34 caribous restants dans le parc de la Gaspésie. Ici, je trouve ça épouvantable qu'il n'y a pas plus de mobilisation que ça pour les sauver, là. Par contre, dans le cadre de mon travail, on se concentre ici vraiment plus sur le secteur aquatique et océanique. Et quand j'ai vu l'emploi, je trouvais que c'était une belle façon d'aller élargir mes horizons, en fait, et de passer des écosystèmes plus terrestres à la mer, étant donné que c'est l'eau qui est la source de vie partout sur la Terre. Donc, c'est comme une autre période de ma vie, mais qui a quand même le même lien avec la conservation, la gestion durable, le besoin de respecter les autres espèces qui peuplent la planète. Puis nous, en fait, notre façon de les protéger, c'est de limiter souvent les activités humaines. Donc, essayer d'avoir un petit impact sur la protection du territoire et les décisions de gestion là, pour la planète. Tu as travaillé dans plusieurs milieux comme biologiste. Est-ce que tu as senti qu'il y a des enjeux à être une femme en sciences?
Et c'est une bonne question. Je pense qu'au Canada, on est choyé parce que les femmes ont quand même une place reconnue. Puis il y a beaucoup d'efforts pour que ce soit le plus égal possible. Donc moi, je me sens privilégiée parce que j'ai eu la chance de participer à plein de colloques, plein d'événements, des grandes recherches, de mener des grandes recherches aussi en collaboration avec plein de partenaires. Je crois que c'est pas la même. Je sais que c'est pas la même chose dans tous les pays. Donc on a quand même cette chance-là. Les femmes, un des enjeux souvent, c'est la famille. Donc, c'est sûr que si on veut avoir des enfants, nécessairement, même si l'homme peut être beaucoup impliqué dans la famille, ça demeure la femme qui porte le bébé puis qui va peut-être prendre plus de temps pour s'occuper des enfants. Donc, ça reste un enjeu, mais c'est un bel enjeu. Moi, je le vois comme un privilège aussi, là. Donc, oui. Donc, t'as dit que t'avais 2 filles. Oui, j'ai 2 filles qui ont maintenant 11 ans et 14 ans. Donc, c'est rendu presque des adolescentes, des jeunes femmes. Donc, elles sont nées, Yuki est née au territoire du Nord-Ouest et Sola est née à Châteauguay, mais on a déménagé, elle était conçue dans l'Ouest et puis après ça, déménagé au Québec. Donc, elles habitent avec nous, là. Elles sont fin du primaire, début secondaire. Et ce sont des adeptes d'équitation aussi, là. Ils font beaucoup d'équitation. Elles sont très bonnes aussi, là, sur les réseaux. On fait beaucoup de compétitions et elles font les circuits provinciaux, régionaux et provinciaux en équitation. Est-ce que tu arrives à combiner les deux, comme le monde du cheval et celui de ton travail de biologiste? Parce que j'ai côtoyé le monde du cheval, puis je sais que c'est très, très demandant. J'arrive à combiner les deux, mais ça fait des grosses semaines, je voudrais, parce que c'est des semaines pleines ici au bureau à la Gamme. Puis en plus que souvent, c'est maintenant, avec le aussi télétravail et tout ça, on est comme toujours sur nos courriels, sur les rencontres, etc. Les chevaux, ça m'implique de me lever 1 heure ou 2 plus tôt le matin pour les nourrir. Après ça, heureusement, j'ai l'aide de mes enfants et d'autres jeunes à l'écurie qui vont s'occuper des chevaux parce qu'on a quand même 14 actuellement à la maison. Mais comme là, cet été, j'ai des étudiants d'été qui vont aider également. Donc oui, ça se combine les deux, mais ça fait des bonnes semaines, je dirais. Oui. Est-ce que tu as déjà été témoin d'un épandage de pesticides sur le territoire que tu protèges ici? Oui. En fait, c'est drôle. C'est pas drôle que vous posiez la question, mais c'est la semaine passée. En fait, ça fait 10 jours, justement. Moi, j'habite, dans le fond, tout près d'un chemin de fer. Le chemin de fer là, qui traverse la Gaspésie. Puis, il y a 10 jours, il y avait un camp chez moi. Puis, on comme ça, de façon un peu fortunée, parce que c'était pas prévu, mais un des parents est venu me dire, j'ai des gens qui travaillent au chemin de fer et ça serait bien que les jeunes ne se baignent pas aujourd'hui parce qu'ils vont épandre des pesticides aujourd'hui. Je suis allée valider et effectivement, la Société de chemin de fer de la Gaspésie utilise du glyphosate, donc du Roundup, pour tuer les mauvaises herbes, en guillemets, là, le long du réseau ferroviaire de la Gaspésie. Puis c'est sûr que comme citoyenne, j'ai été un peu choquée de m'être informée parce que j'ai été chanceuse de connaître quelqu'un qui savait que le chemin de fer était derrière chez moi et que on a un ruisseau. Nous, on se baigne à proximité depuis 10 ans qu'on habite ici. Ça se fait encore et j'ai fait une recherche et effectivement, ça se fait encore aujourd'hui. Et c'est ça, je trouve ça un petit peu alarmant. C'est dommage que ça se passe encore et que ça soit pas plus connu parce que c'est vraiment, on le voit dans le livre de Rachel, qu'il y a vraiment beaucoup d'impact. Et il y a tellement d'études scientifiques qui ont paru depuis dans les derniers 50 ans sur les effets du glyphosate, mais ça se fait encore aujourd'hui. Et ça se fait au Québec et en Gaspésie le long des voies ferrées. On sait que ça se fait aussi en milieu agricole également. Est-ce que ça se fait aussi au niveau des forêts? Parce que dans son livre, elle parle beaucoup de l'épandage par avion, de grands territoires forestiers. Est-ce que c'est le cas au Québec? Heureusement, au Québec, on est chanceux parce que depuis 2001, il y a une législation qui interdit l'épandage d'herbicides par voie aérienne, mais on est la seule province au Canada qui avons cette interdiction. Donc, à la place, au Québec, ils vont utiliser la mécanisation, ils vont utiliser le travail plus mécanique pour essayer de favoriser, dans le fond, la baisse des mauvaises herbes ou des insectes qui pourraient nuire en ayant peut-être une meilleure diversité ou une meilleure gestion des forêts. Par contre, on est à côté du Nouveau-Brunswick ici, puis c'est à 1 heure de route, on peut traverser. Quand on traverse la frontière, on le sait qu'il y a beaucoup d'hectares de forêts qui sont pulvérisés annuellement avec des herbicides, dont le glyphosate, pour tuer des insectes, par exemple la tordeuse de bourgeon d'épinette et d'autres insectes qui pourraient affecter les plantations et les surfaces forestières. Donc, c'est drôle
parce que Rachel en a parlé dans son livre de la Irving. Et puis c'est encore le cas aujourd'hui, puis il y a encore des pressions, mais ça n'a pas changé. Là, c'est encore les mêmes enjeux aujourd'hui. Malgré plusieurs pressions citoyennes, il n'y a pas encore eu de changement au niveau de la permissivité de faire les épandages forestiers avec herbicides. Et c'est à côté, donc même si c'est pas sur le territoire du Québec, c'est sûr qu'il y a des implications parce que on le sait que avec l'épandage des pesticides, des herbicides, ça va aller dans les cours d'eau et puis ça va affecter avec la bioaccumulation les poissons, les oiseaux, les insectes, les amphibiens qui vont se nourrir, puis il va y avoir une quantité accumulée. Et ce sont des poissons, par exemple, le bar rayé. Bon, eux, leur frais est dans la rivière Miramichi qui est au Nouveau-Brunswick, mais ils vont aller sur les côtes québécoises, la Gaspésie, même la pointe de la Gaspésie. Et ça, c'est toute la même population de poissons qui se promènent et avec les gens qui les mangent, des saumons qui les mangent aussi quand ils sont bébés. Donc, ça fait la bioaccumulation dans l'écosystème. Et alors, au Nouveau-Brunswick, on traite encore avec du glyphosate. Au Québec, là, on traite, mettons, sur le bord des chemins de fer. Oui. L'épandage aérien a été interdit. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, le glyphosate, on n'en utilise plus en foresterie? En fait, de ma connaissance, donc depuis 2001, comme on disait, l'épandage est interdit sur le territoire de phytocides sur le territoire québécois en foresterie. Par contre, il y a quand même des exceptions. Donc, si on pense justement au chemin de fer, donc l'épandage peut être autorisé pour détruire la végétation le long du chemin de fer. Aussi, les lignes hydroélectriques sont caractérisées par des exemptions. C'est sûr qu'il y a certaines conditions. Évidemment, il faut que la personne possède un certificat pour aller acheter et puis aussi utiliser, comment bien utiliser l'herbicide. Mais quand même, il y a des exceptions. On pense aussi au cas des les agroforesteries, par exemple, peut-être les sapins de Noël, ou des vergers peuvent être exempts de cette législation-là et pourraient avoir une façon d'aller chercher des herbicides pour contrôler la végétation et les insectes dans leur plantation et dans leur verger. Et tout à l'heure, tu parlais des poissons qui pouvaient être impactés, notamment au Nouveau-Brunswick, qui est juste à côté de chez toi ici. Tu sais, on parle beaucoup aussi du saumon, du déclin du saumon. Oui. Est-ce que ce déclin-là, il peut être lié aux pesticides, par exemple? Oui, c'est certain qu'il y a plusieurs espèces qui vont être affectées. Puis même s'il y a beaucoup d'études, il y a encore beaucoup d'inconnus dans ce. Je pense qu'avec en écologie, de faire le lien entre les contaminants, entre les pesticides, puis les herbicides et aussi la santé de l'écosystème, il y a encore beaucoup à faire. Je vous dirais que notre monitorat est pas. Nous, on fait beaucoup de projets à la gamme de monitorat la présence, absence, caractériser les écosystèmes sur les milieux côtiers. Puis il en reste beaucoup à faire. Puis des fois, il y a des initiatives au niveau communautaire qui peuvent être faites aussi pour aller chercher des échantillons sur le territoire. Mais c'est certain qu'il y a une bioaccumulation qui peut se faire des toxines dans les poissons. Les saumons étant des prédateurs, moi, c'est sûr qu'ils vont accumuler plus de toxines. Et il faut dire que c'est une espèce, nous, au niveau communautaire, là, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est une espèce très au centre de la culture Mi'kmaq et Wolastoqey aussi. Donc, eux, le saumon, c'est des espèces qui sont privilégiées. Puis en Gaspésie, on est chanceux qu'on a encore une abondance de saumon, même s'il y a un grand déclin, par contre, dans les dernières années. On n'a plus les mêmes populations de saumon qu'on avait il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais il en reste, il y a des beaux spécimens, puis c'est sûr qu'il faut les protéger. Et je pense qu'il y a indéniablement un effet des pesticides aussi sur la santé, sur la reproduction des poissons également. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter, l'industrie? Parce que là, il y a de l'épandage encore au Nouveau-Brunswick qu'on ne peut pas contrôler, nous, en étant au Québec. Oui, puis ça va au-delà du Nouveau-Brunswick dans le sens qu'il y a aussi, il y a l'Ontario, c'est sûr, c'est plus, mais les États-Unis qui sont juste au sud. Donc, en fait, faut vraiment comprendre que la planète avec l'océan, c'est comme un grand village. Là. Donc, il y a plusieurs espèces. Nous, par exemple, on va pêcher le thon, mais le thon fait pratiquement le tour du monde. Là. Il se promène sur des kilomètres et des kilomètres. Même chose pour, les saumons, on sait qu'ils naviguent des milliers de kilomètres. Donc, on pense beaucoup trop au local, mais les répercussions sont au niveau national et international parce qu'à cause du ruissellement, les échanges, les courants marins font en sorte que les eaux qui sont contaminées, puis même avec tout le cycle de l'eau, là, c'est pas tellement long qu'on
qu'on va, les contaminants vont se répandre sur des grandes surfaces et des grandes superficies. Et j'imagine que t'as sûrement aussi entendu parler, tu parlais du saumon tantôt, du saumon OGM. Oui. J'ai entendu que c'était comme, au Canada, on était comme les premiers à avoir consommé un animal OGM. Oui, malheureusement, même au Québec, je crois qu'on était les premiers à avoir consommé le consommateur à son insu parce que c'est pas des saumons qui sont identifiés comme étant OGM. Malheureusement, au Canada, on n'a pas de loi qui oblige les producteurs à indiquer lorsque le code génétique est modifié. Mais en fait, les premiers individus viennent de l'île du Prince-Édouard. Donc, il y a des tests qui ont été faits, puis il y a des premières populations de saumons transgéniques qui ont réussi à construire et qui se sont retrouvés sur le marché. C'était en 2019, je crois, 2020. Donc, ça fait seulement quelques années. Et en fait, on n'a pas d'informations sur, comme consommateur, sur quels sont les saumons OGM. Ce sont des saumons qui sont présumés pour grossir plus rapidement. En altérant le code génétique des saumons, on ne sait pas les effets à long terme sur l'écologie, mais même sur la notre santé humaine. Oui, aussi, c'est exactement. Non, c'est ça. C'est très préoccupant de ne pas avoir plus d'informations sur les saumons transgéniques. Et puis qu'au Canada et au Québec, on n'a pas de loi qui interdisent la production de saumons transgéniques ou à tout le moins identifié pour savoir que l'animal a été muté avec des modifications génétiques. Les eaux intérieures, baies, détroits, estuaires, marais constituent un ensemble écologique de la plus grande importance. Elles sont liées de manière si intime, indispensable à l'existence de multiples de poissons, mollusques et crustacés, que si nous les laissions devenir inhabitables, tous ces êtres issus de la mer disparaîtraient de nos tables. Comment tu penses qu'on peut avoir une meilleure gestion des territoires et des écosystèmes? Je pense que ça nous prend une approche plus à long terme. Il faut avoir une vision des prochaines générations, une vision aussi vraiment écosystémique, de penser pas seulement à l'effet sur un insecte, mais de penser plutôt à l'effet, OK, l'insecte va être mangé par le poisson, on va aller dans les eaux, ça va affecter les baleines, ça va affecter les humains qui sont en milieu côtier, et même dans la chaîne trophique, on prend beaucoup de notre alimentation dans la mer, là, avec la consommation des poissons, par exemple. Donc, je pense que les gestionnaires, les écologistes, les biologistes, les gouvernements devraient avoir une vision plus large des dangers potentiels. Aussi, utiliser l'approche de précaution. Donc, l'approche de précaution dit qu'en cas de doute, on va s'abstenir plutôt que d'aller de l'avant avec des nouveaux pesticides ou avec des nouveaux substances toxiques qui peuvent être bonnes pour viser une espèce. Et comme Rachel l'a si bien dit dans son livre, donc quand on affecte, on pense à être un poison pour tuer une espèce, mais en fait, le poison, il est pour tout le monde, là. Donc, c'est très rare qu'un poison va être vraiment sélectif pour un seul insecte. Donc, habituellement, le poison va affecter d'autres insectes, va affecter les mammifères, va affecter les oiseaux, va affecter tout. Donc, je pense que ça prend une vision où la Terre, on est responsable de la Terre et non pas juste des utilisateurs qui bénéficient des ressources de la Terre, mais je pense que si les gestionnaires peuvent avoir une approche plus large et avec plus d'amour, je dirais, de respect pour la Terre, on serait en bien meilleure situation que de penser au profit et l'économie des corporations là, comme Monsanto, etc. là. C'est quoi, toi, ton rapport à la nature? Je me considère vraiment chanceuse d'être une citoyenne de la Terre. Je trouve que la nature, c'est la vie. J'espère avoir la chance dans ma vie d'être toujours en contact le plus possible avec la nature. Je me sens souvent coupable des choix de société que je fais parce que je conduis un gros camion, parce que justement les chevaux, je veux les amener en compétition, etc. Donc ça, je sais que c'est pas très écologique en fin de compte. J'essaie de consommer local le plus possible, d'avoir un jardin. On essaie de se nourrir le plus possible localement avec les poissons prêts, de manger, c'est ça, bio, d'encourager les fermiers locaux aussi. Je pense que c'est vraiment important. Puis que je pense que le consommateur a un gros impact sur la société, sur la planète. Puis on le dira jamais assez. Là, puis tout l'achat de trucs inutiles, il faut réduire les consommations parce qu'il y a trop de bébelles, il y a trop de... Puis moi, c'est ça mon rapport. En fait, je pense que c'est important, mais souvent je me sens
coupable de faire partie de cette grosse machine-là qu'on profite d'avoir des souliers, etc. Puis j'essaie de réduire ma consommation autant que possible, mais je crois pas que ce soit assez. Je crois qu'il faudrait vraiment des changements plus radicaux dans la société. Et ça, du côté de la pandémie, moi, je pense que ça a apporté vraiment un côté positif. Comme nous, on a commencé le télétravail à la gamme. C'était pas vraiment permis ou admis avant 2020. Mais là, je me dis, mon Dieu, je fais presque pas de ménage avec mon camion. Je viens quand même au bureau quelques jours semaine parce que je pense que c'est important de voir les membres de l'équipe, puis il y a rien qui remplace les contacts humains. Mm-hmm. Mais on n'est peut-être pas obligé d'être 5 jours au bureau. Je pense que puis ici au gouvernement et ici dans les autres entreprises, ceux qui peuvent travailler de leur ordinateur, ils peuvent adopter ces changements-là. Déjà, si on peut réduire le trafic de moitié, ça serait tellement facile. On l'a vu dans la pandémie, il y avait plus de trafic, puis c'était comme wow, on élimine, c'est facile et la Terre continue de tourner, puis on a moins d'impact. Donc, je pense que ça prend comme un changement un peu dramatique d'habitude, mais que tranquillement, on y arrive. Et j'espère inculquer des valeurs comme ça à mes enfants le plus possible. Puis aussi, faire l'effort, parce que ça prend un effort quand même pour de réduire nos impacts avec notre mode de vie. De travailler à la gamme, est-ce que tu as l'impression que tu fais une différence? Est-ce que le travail que vous faites pour défendre le territoire, tu trouves qu'il porte ses fruits? J'ai la chance de travailler à la gamme puis de travailler pour 3 communautés autochtones. Moi-même, je ne suis pas autochtone, mais dans mon cœur, j'ai beaucoup d'affinités avec les cultures des Premières Nations depuis que je suis toute petite. Et je pense que oui, on fait un impact. C'est pas le plus gros impact du monde, mais que chaque personne a le pouvoir aussi de faire un impact. Et ce qui est valorisant à la gamme, c'est qu'on travaille pour le bien-être des communautés en défendant les droits humains, les droits aussi d'accès aux ressources des Premières Nations. Ça revient aussi à protéger l'accès, la pérennité des écosystèmes. On travaille pour essayer d'être vigilant avec les peut-être menaces de la surpêche ou les menaces des contaminants par les bateaux, ou aussi les vitesses de croisière si c'est trop élevé. Exemple, il peut y avoir des risques de collision avec des mammifères marins. Donc, on est sur plusieurs groupes de travail. Moi, j'ai la chance de participer avec d'autres experts sur plusieurs groupes pour la revue de la législation, par exemple. Et ça, je trouve que c'est valorisant parce que, en émettant nos craintes face à certaines menaces, ça peut faire un impact. Mais il ne faut pas hésiter de le dire quand on a des craintes ou quand on voit un problème. Je pense que c'est important de se mobiliser pour décrier le problème puis que ça soit connu. Puis des fois, c'est dur d'aller à l'envers des profits des grandes corporations, mais c'est important que ça soit apporté à l'œil de nos gouvernements. Quand vous travaillez, par exemple, sur des nouvelles législations, j'imagine que vous travaillez vraiment avec le gouvernement. Comment réagit le gouvernement? Est-ce que vous voyez qu'il a comme des réactions positives pour les enjeux que vous voulez défendre? Ou... Je vous dirais que ça dépend. Ça dépend vraiment souvent, quand on revoit les législations, ça peut être, par exemple, avec les groupes, l'Assemblée des Premières Nations. Donc là, ils vont peut-être avoir un groupe d'experts qui vont faire note de plusieurs inquiétudes ou de changements proposés à la législation sous forme de mémoire, et ça va être proposé au gouvernement, mais ça ne sera pas nécessairement adopté. Donc, c'est sûr que si on fait, il va y avoir des discussions après ça au niveau politique, puis tous les intervenants, c'est là qu'on rentre dans le principe de la cogestion aussi, que je pense que quand il y a des décisions à prendre, le gouvernement a intérêt à rassembler tous les acteurs concernés à la même table pour favoriser les discussions. Puis dans le passé, trop souvent, et s'il n'y a pas de cogestion, ça fait que chacun travaille de son côté, il va apporter. Puis après ça, il va y avoir une discussion qui peut souvent virer en conflit ou en discussion un peu inutile qui vont finir en queue de poisson. Mais quand on a une vraie cogestion, puis ça, à la gamme, c'est ce qu'on valorise, mais ce qu'on n'a pas toujours, on va essayer de rassembler les acteurs principaux, puis d'être impliqué dans tous les processus de la réflexion et de la discussion et de la décision. Et c'est ça qui est beaucoup plus long qu'un processus à sens unique, mais qui est vraiment nécessaire pour favoriser le consensus et l'acceptation sociale des changements et la discussion. Et quand vous dites est-ce que ça marche ou pas, ça dépend. Beaucoup des individus qui sont, je vous dirais, au gouvernement, aux fonctionnaires, j'ai travaillé avec des personnes extraordinaires qui étaient super sensibilisées puis qui vont pousser dans la bonne direction. Mais des fois, tu as d'autres
individus, selon leurs valeurs, selon leur qui peuvent être plus fermés, que ça peut être plus difficile. Fait qu'il y a vraiment aussi un enjeu humain, même si on a des structures en place qui favorisent la cogestion ou qui favorisent la conservation. Des fois, ça dépend aussi du background des individus qui sont sur place. Mais c'est là où on a intérêt à se parler et à essayer de mieux communiquer pour mieux se comprendre. Quand la gestion collaborative qu'on essaye de faire, elle fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Moi, j'ai appris avec les années que il faut être proactif. Donc, des fois, ça marche pas. Justement, on fait des efforts, on met des groupes de travail en place. Puis, ça prend un effort de tous les partis pour que ça fonctionne. Puis, on a souvent la situation. Moi, j'ai vécu à multiples reprises que des fois, les fonctionnaires, exemple, au gouvernement, vont changer. Puis, ça peut être le cas de tous les intervenants des autres groupes également. Mais quand on perd la continuité des efforts de collaboration, c'est vraiment difficile de revenir. Puis des fois, les dossiers vont vraiment traîner pendant des années. Donc, un dossier qui pourrait être réglé en 2-3 ans peut prendre 20 ans avant de faire, exemple, une aire marine protégée, oui, parce que c'est des dossiers qui sont complexes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je pense que les groupes non gouvernementaux, comme la GAM, comme les groupes autochtones, ont un grand rôle. Les groupes citoyens ont plus de pouvoir qu'on pense et qu'il y a moyen de s'organiser. Je pense que la clé du succès, c'est d'être bien organisé. Et si dans la cogestion, on n'est pas capable d'avoir autant de collaboration ou de résultats qu'on espérait, c'est de pas attendre que le gouvernement le fasse pour nous. Parce que eux, ils ont leurs priorités qui vont changer de façon avec la politique et les politiciens qui vont changer tous les 4 ans. Donc, je crois que si les groupes sont organisés. Par exemple, que nous, on va dire, OK, ben j'ai un plan, on va travailler sur un plan stratégique, on va vous impliquer, on va vous inviter à nos rencontres, mais on va le rédiger. Si vous n'êtes pas là pour le faire, nous, on va le faire. Puis d'aller chercher les meilleurs experts possibles aussi, d'aller chercher des avocats, des biologistes, des scientifiques pour être bien documentés et faire de la bonne science, d'aller chercher aussi les savoirs traditionnels, les savoirs locaux et traditionnels des peuples autochtones, des personnes aussi qui vivent les experts dans leur milieu. Ça peut être des fermiers, ça peut être des agriculteurs, ça peut être des personnes en foresterie, mais qui sont reconnues pour leur expertise. Je pense que c'est que si on veut faire un impact, ben c'est d'aller se documenter, d'aller bien faire nos devoirs en termes d'expertise puis de recherche, de voir qu'est-ce qui se passe actuellement. Puis après ça, de s'organiser, d'aller chercher des appuis. Je crois que c'est la clé du succès pour la cogestion. Parce que si on travaille tout seul ou juste sur des impressions de base, ben on n'aura pas beaucoup de crédibilité, puis on pourra pas vraiment faire changer les choses. Puis d'aller chercher l'appui citoyen aussi. Donc ça implique de faire connaître les enjeux au grand public, parce que souvent, si on parle pas des enjeux, puis là, c'est là que les médias peuvent rentrer en jeu avec le devoir de diffuser l'information. Mais si nous, les premiers répondants sur le terrain, on va pas aller chercher les médias sauront pas forcément de quoi parler. Donc je pense que c'est possible de faire changer les choses, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'organisation. Et toi, tu travailles depuis plus d'une vingtaine d'années avec des communautés autochtones. Est-ce que dans ton quotidien, dans ta vie, ça a changé d'une manière ta vision du monde? Oui, moi j'ai un grand respect, une grande admiration et vraiment beaucoup d'intérêt depuis toujours pour les peuples autochtones. Je pense que leurs droits ont été bafoués depuis l'arrivée des colons sur le continent. Il y a eu une grande revendication de leurs droits et un retour, disons, en force. On est dans une année de réconciliation. On a maintenant, depuis l'an dernier, le 30 septembre, qui est la journée de la réconciliation, qui est reconnue sur le point de vue national. Fait qu'il y a énormément de progrès qui a été fait. Mais moi, de travailler, puis comme je disais, moi, je suis pas autochtone, mais de travailler pour eux, je sens beaucoup d'acceptation, un grand sentiment de bienvenue aussi. J'ai plusieurs amis autochtones, mais je suis sensible à leur réalité parce que je sais que chaque communauté est différente. Il y a 11 Premières Nations au Québec, donc on peut pas généraliser non plus. Il y a vraiment plusieurs communautés avec toutes des réalités et des enjeux différents. Il y a des enjeux de base comme l'accès à l'eau potable qui est pas réglé pour plusieurs communautés nordiques. Ici, moi, les 3 communautés pour lesquelles je travaille, j'ai la chance de les côtoyer. Puis c'est des belles communautés qui ont leurs enjeux comme toutes les communautés. Puis l'enjeu de la culture en est un aussi, d'avoir eu une coupure avec les écoles résidentielles. On n'en parlera jamais assez. Là, il y a eu
plusieurs bris intergénérationnels qui sont difficiles à rattraper, mais qu'il y a des efforts en place pour rattraper ça actuellement. Et moi, c'est une richesse de travailler avec eux. Là. J'ai vraiment, je trouve que c'est un privilège. Puis, je suis pas gênée d'aller défendre leurs droits et la place qu'ils devraient occuper au Canada aussi. Même si toi, t'es une Non, allochtone. c'est ça. Oui, absolument. Cela dit, je préconise aussi l'égalité, les échanges entre les peuples. Tu sais, je pense que c'est important de l'harmonie, de travailler ensemble, puis de se parler un peu comme dans tout. Là, c'est important d'être essayer d'ouvrir la communication et de faire preuve de respect aussi, parce que chaque personne et chaque peuple a son histoire. Qu'est-ce qu'on a à apprendre, la culture autochtone, vis-à-vis de notre rapport à la nature? Ben, un des prémices, je pense, de façon générale, dans plusieurs des communautés autochtones, c'est de penser aux 7 prochaines générations. Ça, je pense que on a tout à gagner de penser aux 7 prochaines générations plutôt que penser à on pense souvent à nos enfants, mais même à ça, des fois, dans la réalité du monde politique, c'est souvent les 4 prochaines années. Donc, vraiment d'avoir une vision à plus long terme. Moi, je pense que c'est au cœur des chances de survie de notre espèce et des écosystèmes, c'est d'avoir une vision plus à long terme et de pas penser nécessairement à nos intérêts actuels, mais de penser à l'intérêt, à la résilience, la persistance, la durabilité et la conservation des systèmes pour les prochaines années. Une autre approche que j'aime beaucoup, c'est les Mi'kmaq. C'est Dr. Albert Marshall, qui est un Mi'kmaq ici de la Nouvelle-Écosse, qui a verbalisé le concept de two-eyed seeing, et Tupac Monk, et en Mi'kmaq, ça s'appelle. J'ai peut-être pas bien prononcé, alors excusez-moi. Mais donc, c'est une approche, disons, un regard double qui incorpore autant d'un œil les savoirs occidentaux, en fait, de la scientifique, savoir scientifique, et de l'autre œil, c'est de regarder avec l'œil des savoirs autochtones, des savoirs traditionnels. Donc, c'est d'avoir une approche globale qui est basée sur la science, oui, parce que c'est important, mais qui est basée aussi sur les savoirs et les valeurs autochtones, les valeurs traditionnelles qui sont acquis au fil des générations et transmises de façon orale ou écrite maintenant. Donc, je pense que si on peut avoir une vision finalement intégrative et compréhensive, c'est un bel enseignement des communautés Mi'kmaq et autochtones. Merci beaucoup. Dans le prochain épisode, je m'appelle Émilie, j'ai 23 ans et je suis une femme. L'été passé, j'ai eu la chance de rencontrer 10 femmes en sciences qui m'ont partagé leur expertise sur les pesticides pendant un road trip au Québec. Tout a commencé quand j'ai lu Printemps silencieux, le premier livre qui dénonce les impacts des pesticides sur la nature et la santé. Après cette alerte lancée par Rachel Carson, il y a 60 ans, j'avais besoin de comprendre où est-ce qu'on en est rendu et qu'est-ce qu'on peut faire. Quelques mois après avoir rencontré ces Rachel qui changent le monde et qui ont clairement changé ma vie, je pense qu'il est temps que je vous parle du bilan de ma quête. Vous venez d'écouter le balado des Rachel qui changent le monde. Ce balado original a été créé par Vigilance OGM et coproduit par Pivot Média. Ce projet n'aurait pas eu la même portée sans l'aide pro bono de Geneviève Rajotte-Soriol de Bleu Forêt, coop de communication. Merci à Jean-Philippe Villemur pour le mixage, à Pauline Steve, l'illustratrice engagée, Daniel Cardin, bénévole pour la conception musicale. Merci à Gabrielle Brassard-Lecourt, cofondatrice de Pivot, à la supervision du balado. Merci à Léa Villalba pour son expertise de journaliste chevronnée. Léa et Daniel ont réalisé les prises de son. Merci à Mélissa Mollen-Dupuis qui prête sa voix au livre Printemps silencieux dans la lecture d'extraits. Sans oublier l'équipe de Vigilance OGM, Laure Mabilot et Thibaut Rennes, qui ont soutenu avec cœur et enrichi ce beau projet. Merci pour l'idée, l'expertise sur le sujet et le réseau d'experts. À la coordination générale du balado, aux entrevues et au montage, Émilie Schwartz. Ce balado est disponible sur les sites de Vigilance OGM et de Pivot, où vous retrouverez aussi toutes les références de l'épisode. À écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et toutes vos plateformes de balado. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Enfin, un grand merci à toutes ces femmes en sciences pour leur temps, leur partage et leur travail au quotidien. C'est Rachel qui change le monde.